On va avoir 4 nouvelles femmes talentueuses qui ont œuvré également pour l'architecture. Bon, alors si je retrouve les notes, c'est facile. Donc la deuxième table ronde, c'est sur la modernité, l'échelle locale et l'échelle locale, avec Dominique Jacob, je ne sais pas si elle est arrivée. Oui, elle est là, avec Véronique Joffre, Fabienne Bulle et Marie Perrin. Donc, comme je le disais en introduction, toutes les femmes qui ont pris ne sont pas là parce que sinon on restait plusieurs jours à faire la conférence, puisqu'il y a eu 40 et quelques femmes qui ont pris. Donc, beaucoup de femmes parmi elles sont à l'Académie d'architecture, qui est la filiale de l'ARPA. Je suis personne. Je présente, bien sûr, pas tout ce que je raconte. Donc, je vais vous présenter, si besoin d'être, Dominique Jacob, qui me fait le plaisir de nous rejoindre. Donc, vous êtes né en France, vous êtes diplômé de l'école d'architecture de Paris-Villemain. En 91, titulaire d'une licence en histoire de l'art à Paris en 1990. Vous avez enseigné à l'école d'architecture de Paris-Villemain et Paris-Malaquais de 1994 à 2004 et à l'école spéciale d'architecture en 1999, ainsi que le Southern California Institute of Architects de Los Angeles en 2018. Vous êtes membre titulaire de l'Académie d'architecture depuis 2016 et jury externe pour le Berkeley School of London jusqu'en 2022. Donc, avec Brendan McFarlane, vous fondez l'agence Jacob McFarlane depuis 1998. Cette agence, depuis ses premiers projets, est orientée comme un laboratoire expérimental en architecture dirigé autour de la transition environnementale et de la culture numérique. L'agence engage sa recherche architecturale sur les liens entre la technicité, l'usage et les matérialités des projets pour ancrer chacun d'entre eux dans un rapport temporel et contextuel. Vous êtes l'initiatrice et la signataire de la charte de la déclaration « Architectes français se mobilisent face à l'urgence climatique et écologique ». Vos principaux projets sont le restaurant Georges à Centre-Bourg en 2000, la librairie Florence Lowry en 2001, le Centre de communication pour Renault en 2004, la Fondation pour l'art contemporain de Ricard en 2016, 100 appartements sociaux à Hérold à Paris dans le 19e, en 2008, la Cité de la mode et du design à Paris, et le Cube Orange à Lyon 2010, le FRAC Centre Orléans 2013, et le siège mondial de la chaîne TV Euronews à Lyon 2014, ainsi que récemment le Conservatoire de la danse et de la musique de Noisy-le-Sec et le centre de recherche Merly avec l'Université de Paris Diderot 1. Parmi les projets en cours de réalisation, une tour de programme mixte logement ERP à Knop-le-Zout en Belgique, le FRAC Artotech à Limoges, et récemment vous avez remporté un concours international pour la faculté d'architecture et d'urbanisme de Mons en Belgique, ainsi que 2 projets pour le C40 Reinventing Cities à Reykjavik en Islande, et Living Landscape et à Saint-Denis, la C+5 à Passy, Odyssée Pléiade. Donc Dominique, vous participez régulièrement à des conférences internationales et des jurys d'architecture, et vous avez reçu l'insigne d'officier des arts et des lettres par le ministre de la Culture en 2011, et ainsi le prix de la femme architecte en 2019. Vos maquettes et dessins sont conservés dans différentes collections, telles que le Centre Pompidou, le FRAC Centre, Carnegie Mellon à Pittsburgh, Victoria et Albert Museum à Londres. Vous avez 7 minutes pour nous montrer vos projets. Divorce en compagnie, puisqu'à l'école, on a à peu près 50% de femmes, et in fine, dans la profession, on passe très rarement. Dans les concours, je suis souvent dans la seule équipe où il y a une femme. Bien sûr, il y a d'autres équipes où il y a des femmes, mais dans mon quotidien, finalement, je suis vraiment entourée de beaucoup de femmes. Donc c'est très agréable, je trouve. Il y a sur un plateau avec beaucoup de femmes architectes, notamment. Alors je vais essayer de faire 7 minutes très court, mais vous donner un petit peu, présenter quelques projets
dont Catherine a parlé, pour vous présenter un ou deux projets qui sont en cours d'étude. Donc je commence par un projet parisien, la Cité de la Mode et du Design, que vous connaissez. Ce qui me semblait important aujourd'hui de dire, c'est qu'il y a plusieurs sujets qui nous intéressent. Le sujet environnemental, comment construire la ville sur la ville, en évitant de démolir, en essayant de préserver le maximum d'espace autour des bâtiments. Et ici, on avait aussi la mode de design qui devait être, ce bâtiment, la moquette, ça va être peut-être que certains d'entre vous connaissez, devait être démoli pour faire un nouveau bâtiment. Nous, on est parti du constat, c'est une structure intéressante, c'est une structure qui peut porter des charges, pourquoi démolir, envoyer à la place et refaire. Donc ce qu'on a proposé, c'est de conserver toute l'ossature béton. Ça en plus, c'était un bâtiment 1907, un des premiers bâtiments de béton armé de la ville de Paris, de la conserver. Mais par contre, de venir les greffer, en travaillant des technologies de dessin en 3D, avec des entreprises qui construisent en 3D en découpant d'une manière numérique, une structure en métal, vraiment ciselée, qui vient s'accrocher sur le béton. Ce qu'on essaye aussi, c'est de conserver les traces. Je pense qu'il faut toujours savoir d'où on vient. Quand je visite Rome, je suis revenue à Rome il n'y a pas un Noël dernier, c'est quand même magnifique de voir toutes les traces d'histoire qui sont là et qui nous, chaque fois, nous rappellent où on est, quel est notre patrimoine. Donc, pour moi, il ne faut pas effacer le patrimoine, il faut le conserver. Mais le patrimoine ne veut pas dire qu'il faut continuer. On construit le patrimoine d'aujourd'hui. Donc pour moi, les débats de vie patrimoniale, il faut conserver le patrimoine intéressant, ou peut-être pas des fois intéressant, mais il faut aussi continuer à innover. Et ici, ce qu'on a essayé, c'est de garder le bâtiment de 1907, de rajouter cette structure en acier qui est fabriquée numériquement. Ce que je veux dire aussi ici, j'ai pas fait une étude poussée, mais je pense que c'est quand même un des rares bâtiments à Paris fait avec des femmes. Donc moi-même, Dominique Jacob, avec mon associé Brandon McFadden, qui est un architecte, on travaille en duo. Il y a également l'ingénieur qui a conçu tout le bloc, qui est Mitsuko Edwards, qui travaillait chez RFR à l'époque, qui travaille toujours à Paris, et Valérie Boniface, qui était ingénieur chez Eiffel. Eiffel est une entreprise qui a réalisé toute la série. Donc c'était vraiment, je pense que c'est assez remarquable, parce qu'on le rencontre rarement dans le bâtiment, mais là sur ce bâtiment, nous étions plusieurs femmes à œuvrer de près pour sa réalisation. En termes de mobilité douce, c'est aussi quelque chose sur lequel on milite beaucoup, c'est comment essayer d'activer les mobilités douces, comment essayer de se débarrasser de la voiture. Et ici, l'idée c'est de garder cette carapace. C'est pas un bâtiment fermé, c'est un bâtiment ouvert, on est abrité, et à partir de ces endroits abrités, on accède à différentes fonctions. Que ce soit des activités d'exposition, des activités d'école avec l'Institut français de la mode, ainsi que des cafés. Ça aussi, c'est comment travailler avec le climat. On arrête de penser qu'on est dans un centre commercial où on est à 18 degrés parfaitement, à 20 degrés parfaitement en été. Travailler avec le climat, travailler d'une manière plus sobre, c'est aussi peut-être réduire l'espace. On est vraiment très bien, il y a des espaces tampons où on s'adapte au climat pour essayer de dépenser moins d'énergie. Donc là, vous voyez, c'est vraiment un bâtiment qui essaie de capter les flux des piétons qui peuvent monter sur le toit du bâtiment, peuvent redescendre, qui accompagnent dans les promenades sur les berges. Je vais passer ce que c'est dans cette bouche. Oh, maintenant, il est passé bien. D'accord, c'est mieux que ça. Voilà. Excusez-moi, je regarde les images. Donc voilà, et on garde, vous voyez très bien ici, comment on a gardé finalement l'aspect du béton, qui date de 1907, donc qui est très approximatif, qui a beaucoup de défauts. Mais on a gardé ces défauts, parce que c'est l'histoire. On n'a pas essayé de transformer ce qui n'était pas. On a laissé dans le jus de ce qui était. Parce qu'avec ça aussi, on apprend comment finalement les entreprises au début du XXe siècle ont approché le béton. Et à l'époque, elles l'approchaient de la manière dont on recevait des charpentes métalliques. Et ensuite, le toit habité. On commence à avoir de plus en plus de toits habités sur Paris, c'est très bien. C'est comment toutes ces surfaces qui sont inexploitées, on peut les utiliser d'activité, les utiliser comme surface de végétation qui permettent aussi de rafraîchir la ville. Le Cube Orange à Lyon, c'est un deuxième bâtiment à Lyon, sur confluence au sud de la gare Perrache. Monsieur, je vais plus faire ça plus simplement. Vous voyez ici donc le cube orange et le cube vert. C'est tout un site qui a été aménagé avec la ville de Dijon et avec les voies navigables de France.
Et également, sur ce site, je pense qu'il faut le souligner, parce que c'est aussi assez exceptionnel, sur 4 bâtiments réalisés, 2 sont réalisés avec des femmes. Parce que donc notre cube orange et le cube vert de Jacob McFarlane, mais vous avez également à la droite du cube vert le pavillon noir de Odidec. Et je pense que ça aussi, c'est à souligner. Parce que si je voyais cette parité tous les jours, je pense qu'on n'aurait peut-être pas besoin de faire la Catherine. Voilà. Mais c'est assez rare dans notre quotidien qu'on voit un site comme ça, un site neuf, qui est un site très important pour Lyon, parce que c'est quand même leur vitrine de nouvelle architecture, sur 4 bâtiments, sur un site qui a été réalisé avec des femmes. Ce projet d'immeuble de bureau, c'est notre premier bâtiment de bureau, donc on l'a imaginé finalement, on habite au bureau, on habite dans son logement, on habite aussi le bureau, parce qu'on y passe une grande partie de sa vie. Donc c'était comment rendre des espaces tertiaires, habitables, agréables à vivre, au bord de l'eau. Donc on a essayé de faire un atrium non pas au centre d'un bâtiment, mais un atrium qui était ouvert sur le paysage, ouvert sur le fleuve et ouvert sur le ciel, donc un atrium extérieur. Et sur cet atrium extérieur, vous avez chaque fois des balcons. Donc chaque plateau de bureau accède à un balcon et permet d'avoir un moment de respiration, un moment pour converser avec un collègue. Et on n'a plus besoin de descendre en bas de ces bâtiments de tertiaire qui sont des grandes boîtes fermées, totalement climatisées et imperméabilisées à l'extérieur. Donc on essaie vraiment de travailler les porosités intérieures-extérieures et de travailler le confort de l'usager. Ce qu'il faut dire dans nos bâtiments, ils sont souvent froids, parce qu'on travaille beaucoup la forme, on travaille les couleurs, comme vous pouvez le voir, mais pas que. On travaille aussi beaucoup l'usage, on travaille à partir des flux, comment on habite un espace, comment on passe du temps dans un espace. Et ça, c'est extrêmement important. Je pense que chaque bâtiment d'un architecte, vous devez le voir aussi bien de l'extérieur, de l'impact urbain qu'il a, dans l'impact urbain qu'on les riverains, mais également depuis l'intérieur, comment il est habité. Donc, le conservatoire Nadia et Lily Blanche à Noisy-le-Sec, c'est un conservatoire donc à Noisy-le-Sec, dans un site urbain en transformation, en mutation, parce que c'est un site pavillonnaire, mais c'est quand même un terrain, je pense que depuis qu'on a pris les photos d'autres nouveaux bâtiments du poussé à côté. C'est un projet qui a mis beaucoup de temps à se construire, simplement parce qu'on a été victime des élections municipales, c'est une actualité qui arrive, et souvent ça c'est un problème pour les architectes. On gagne un projet, vous avez un changement de maire, et le projet disparaît avec. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une élection, on a pendant 4 ans pas de son, pas d'image, et un nouveau maire est arrivé, le projet a redémarré. Entre-temps, c'est assez compliqué de redémarrer un projet. L'énorme change, comme Catherine en a parlé rapidement tout à l'heure, les équipes changent. Et on est très content d'être arrivé à bout, parce que c'est un projet qui était vraiment porté de près avec le directeur de son conservatoire qui existait dans un petit pavillon avant à Noisy-le-Sec. Et c'est construit autour d'un passion. Comment, dans un environnement en banlieue parisienne, dans le Grand Paris, créer un espace où tous ces enfants qui viennent d'univers assez très différents, parce que là, on a vraiment des milieux sociaux très différents. Et comme on arrive à créer un cocon, un espace, ici, vous arrivez dans une cour qui vous sépare un moment du milieu urbain. Et l'idée, c'est que vous quittez votre environnement quotidien pour être avec l'enseignant, avec les autres enfants, et pour expérimenter ce que vous voulez faire. Et ce que disait le directeur, que je trouvais fantastique, il disait, moi, ce que je veux, c'est que l'enfant qui veut venir, qui vient ici pour faire de la guitare ou du piano, parce que ses parents lui ont dit qu'il voulait faire du piano, finalement, il entend un saxophone, il entend un tam-tam, il voit des gens danser, et il change, il fait ce qu'il a envie de faire. Donc c'est une école où on a dû, c'était très compliqué sur l'acousticien, parce que l'acousticien voulait fermer chaque salle, et le directeur de musique voulait au contraire entendre les bruits sortir, les images sortir. Donc on a essayé de travailler entre ces deux choses contradictoires. Pardon de la musique. Ce sujet, c'est un projet qu'on vient de gagner à la ville. Très intéressant pour nous, parce que c'est le bâtiment que vous voyez en bas, le bâtiment en béton, est une bibliothèque qui a été construite dans la fin des années 70, en béton, dans un style un petit peu vernaculaire, très mal isolé, qui est de passoire thermique, et la ville d'Avignon a lancé un concours pour le rénover. Très compliqué de rénover un bâtiment construit par des confrères. Ce qu'on a proposé, c'est de surélever, de garder l'enveloppe du bâtiment, de complètement retravailler son isolation, et d'y rajouter une canopée, un toit qui prend une source d'énergie photovoltaïque, isolé avec un toit végétalisé, qui en même temps amène de l'ombre. Il fait très chaud à Avignon, donc on crée une grande ombre sur le parvis avant l'entrée. Et en même temps, on arrive à changer l'image, ce qui est très important pour la ville d'Avignon, parce que c'est un quartier qui est au sud
c'est dans un quartier en rénovation urbaine, donc on voulait aussi rénover cette image. Logements sociaux, donc je parle très rapidement parce qu'on me dit que je prends beaucoup plus de temps. Sans logements sociaux, dans le 19e arrondissement, c'est un projet construit en 2008, mais pour nous extrêmement important. On a travaillé cette idée de confort restreint, mais avec, comme à la couleur d'un oignon, vous avez des espaces tampons qu'on peut habiter à l'automne, qu'on peut habiter au printemps, avec un système de jardin d'hiver. On a réorienté toutes les surfaces de logement vers le jardin, au sud, au calme de la rue, et finalement la façade sur la rue, c'est plus une façade servante, comme le disait Louis Kahn, c'est les distributions, ce sont les cuisines, ce sont les salles de bain, parce que la rue, même si c'est l'image du bâtiment, c'était le nord, c'était le bruit, et on a profité d'avoir un grand jardin derrière pour le construire. Et notre manière de nous intégrer dans un contexte où il y avait ce patrimoine des HLM, qui sont les premiers HLM de la ville de Paris, c'était pas de le faire en briques, mais d'avoir un béton teinté couleur argile dans la masse. C'est vraiment la monomatière qu'on a travaillé un peu partout dans le bâtiment. Donc je vérifie, parce que c'est un autre projet, c'est tout, non, c'est trop tard. Il y a un autre projet, non? Non, c'est pas. Ah, d'accord. Il y avait un autre projet qui était un petit CPL à Saint-Denis, mais bon, j'en parle une autre fois. Marie Perrin, c'est à vous. Donc vous êtes architecte des PNG, vous êtes associé à TICA Architecte Urbanisme. Donc vous êtes diplômé de 2007 à l'école d'architecture de Paris-La Villette. Marie oriente très tôt son parcours sur une approche environnementale et bioclimatique de l'architecture, allant jusqu'à la géobiologie. J'ai vu que vous avez un diplôme de géobiologie. Les architectes. Lauréate de la bourse Villes et Solidarité contemporaine avec le projet This is Canva. Elle travaille à l'agence URNN à Londres où elle rencontre Grégoire. Son talent de dessinatrice et sa sensibilité couplée à une solide connaissance technique insufflent énergie et créativité dans ses projets. Donc moi, vous m'avez dit que vous étiez à l'origine de la création de votre agence, que vous étiez première fondatrice et qu'ensuite les autres sont venus se joindre à vous et vous avez donc eu le prix de la jeune femme architecte en 2019. C'est à vous. Merci. Les images vont défiler automatiquement. Je ne sais pas si ça va. Oui. Donc je vais vous parler un petit peu de ma démarche architecturale à travers de quelques projets sélectionnés qui sont les premiers projets de l'agence. Depuis, il y en a eu d'autres, hein, bien sûr, mais c'est important parce que c'est des fondements des projets qui vont suivre. Et donc, ce qui est important en fait dans mon travail que je développe, ce qui est d'ailleurs au cœur de notre métier, donc c'est le site, c'est notamment sa morphologie, ses paysages, ses climats, c'est aussi son histoire, qui c'est en quelque sorte déjà là, qui fait déjà projet en soi, si on sait bien le regarder et bien l'interpréter. C'est le cas notamment pour ce projet de passerelle, où il y a l'histoire des ponts donc, à Rochefort, très, très forte, avec le pont transbordeur, mais aussi d'autres ponts. Et j'ai réussi à retrouver les anciennes fondations d'un pont. Et l'idée, c'était de pouvoir les révéler grâce à un travail de passerelle, et de belvédère sur la Charente, qui permet notamment de pouvoir admirer le paysage de la Charente, mais aussi le paysage de ces ponts. Donc c'est vraiment un travail très minimaliste, avec une grande transparence au niveau des garde-corps, et un impact réduit aussi sur le site, avec un système préfabriqué au niveau de la structure, pour être assez respectueux. Il y a aussi ce travail d'éco-camping. C'est un projet qui s'insère à la lisière d'un bois et qui, dans son architecture, joue aussi et travaille avec ce qu'exprime le bois et met aussi en valeur des fenêtres paysagères pour pouvoir bien contempler ce paysage, parce que c'est un endroit vraiment de contemplation et de repos. Et il y a aussi un travail assez important sur les usages intérieurs et extérieurs. J'aime bien jouer de la limite un peu floue entre l'intérieur et l'extérieur. Et un projet qui est intégralement construit en bois, jusque dans ses détails, puisqu'on le voit en haut à droite comment la lumière est inclue dans les montants de structure. Il
Il y a aussi dans le travail que je développe donc avec mes associés en équipe, un travail assez approfondi sur les usages qui peut prendre différents aspects. Ici, on avait 4 générations donc, à faire vivre dans une seule maison. Et donc on a choisi de travailler sur 2 espaces de vie un peu différenciés qui partagent des espaces. Ces espaces, les espaces, on va dire, plus privatifs, peuvent s'ouvrir ou pas sur les espaces partagés. On est sur une construction ici également en bois massif. C'est vrai que c'est un matériau que j'affectionne plus particulièrement. Là, on voit notamment un des espaces partagés sur lequel l'espace privatif de vie peut s'ouvrir de façon assez généreuse. Et il y a encore le travail du bois de différentes façons. C'est un petit peu délicat. Donc là, j'étais en train de vous parler d'un projet donc tout en bois. Et ce qu'on aime bien faire, vous irez voir sur les quelques panneaux là, qui montrent les projets dans le détail, c'est le travail aussi du détail architectural avec le bois. Ça peut être notamment, tout à l'heure vous l'avez vu avec une photo sur le travail sur l'incrustation des éclairages, mais aussi ça peut être le travail par exemple comment on peut créer un porte-manteau en travaillant la courbe d'une planche, ou comment on peut travailler sur des rangements dans une épaisseur de mur. Il y a aussi un travail important que je vous invite donc à aller voir dans l'exposition, c'est le travail de la ferme du Marais Girard, puisque c'est vraiment un travail en fait, qui est global, on va dire, dans le rapport, enfin dans le travail sur l'environnement, puisqu'on a dès le démarrage du projet travaillé avec la maîtrise d'ouvrage pour essayer de déterminer un programme, puisqu'il n'y avait pas vraiment de programme en fait prédéterminé, et déterminer un programme qui soit vraiment le plus en lien avec le sens que voulait donner le projet. Par exemple, on a créé un séchoir au naturel, puisque c'est un écologe, donc de l'hôtellerie en fait, à forte valeur environnementale, et on a créé un séchoir pour que tout ce qui tourne autour du linge en fait, soit géré vraiment sur place et soit géré de façon naturelle. Et on a récupéré les tuiles des bâtiments existants pour pouvoir créer ce séchoir. Donc ça sert sa fonction et en plus ça a une esthétique plutôt intéressante. Et sur ce projet, on a aussi travaillé notamment avec la gérante sur tout ce qui était cuisine participative. Et donc, on a fait un XR en lien pour qu'elle puisse vraiment avoir les outils pour pouvoir faire sa cuisine participative et accueillir aussi des vacanciers. Il y a aussi bien évidemment les villas, des vacanciers, où là on a encore travaillé sur cette relation entre l'intérieur et l'extérieur, en créant des espaces qui sont les chambres et les salles de bain vraiment fermées, isolées, chauffées, et qui s'organisent autour d'un espace central qui lui s'ouvre vraiment très fortement sur l'extérieur, donc avec des grandes baies à garandage, donc on peut vraiment complètement ouvrir. Ce qui est bien, c'est que ça ventile aussi pour éviter les surchauffes d'été, mais c'est un endroit qui n'est pas vraiment chauffé, il y a juste un petit poêle en fait on va dire pour les soirées un peu fraîches, donc ça permet aussi aux vacanciers d'expérimenter une autre manière en fait de vivre qui peut être différente de leurs habitats peut-être parfois un peu standardisés. Donc c'est vraiment le côté expérientiel du tourisme qu'on essaye de développer. Et bon, il y a d'autres projets bien sûr, malheureusement je ne peux pas les montrer directement, mais juste ce que je voulais vous dire, c'est que je cherche en tout cas avec mon équipe à vraiment travailler sur une architecture qui soit frugale. Il y a une définition que donne Philippe Madec sur la frugalité qui est la bonne récolte des fruits de la terre, que je trouve assez juste. Et donc moi, ce que j'essaye de faire en tout cas dans les projets, c'est de travailler sur une architecture qui soit riche de sens et qui soit généreuse, mais qui soit dans la richesse qualitative et pas quantitative, et qui ait vraiment un impact environnemental qui soit le plus réduit possible. Voilà, merci. De toute façon, nous allons visiter vos projets, nous ferons une petite vidéo ou un film sur place pour visiter vos projets. Donc maintenant, on va regarder les travaux de Véronique Joffre. Véronique Joffre, vous êtes diplômée de l'École nationale supérieure d'architecture de Toulouse. Vous avez reçu le prix de la Fondation Luke Berry et de l'Académie d'architecture, ainsi qu'une bourse qui vous a permis de partir sur la côte ouest des États-Unis, sur le thème du régionalisme critique.
Vous avez travaillé dans différentes agences, à Seattle, à Toulouse, et vous avez créé votre propre agence en 1991. Votre agence développe et réalise des projets dans cette région qui a à voir avec les repères de son architecture. Chaque projet est l'occasion de se questionner sur une situation locale, un arrière-plan, une inscription locale, globale, présente dans le rapport de la matière au lieu, l'enjeu de construire de la ville, la surhumaine, et celui de le transformer en héritage. Donc, dans une démarche prospective, chaque projet est pensé et réalisé autour et pour demain dans une création singulière. Les différents projets dessinés et réalisés de l'agence sont des équipements publics, des lieux culturels, d'enseignement, de travail, des logements, des lieux de patrimoine, associés à des aménagements urbains et paysagers. Donc vous avez développé plusieurs projets sur lesquels vous avez été retenu. Vous avez reçu le prix Midi-Pyrénées en 2001, 2009, 2015 et 2016. Vous êtes devenu lauréate du prix architecte de l'ARVA pour l'ensemble de votre œuvre. Vous venez également d'être lauréate du concours pour l'aménagement du grand site de la Salagou dans l'Hérault. La maison du site est réalisée en basalte de déconstruction d'anciennes granges, tandis que l'aménagement paysager de 24 hectares des bords du lac retrouve les milieux façonnés par le ruissellement de l'eau sur le grès rouge. À partir de 2003, vous êtes invité dans les ateliers d'application du laboratoire de recherche I2A de l'École nationale supérieure de Toulouse, architecture, et depuis 2006, vous enseignez la théorie et la pratique et la conception architecturale et urbaine, j'imagine toujours à l'École d'architecture de Toulouse. Bravo, c'est à vous. Merci. Donc j'ai choisi d'appeler cette intervention au-delà du paysage, ce qui a beaucoup intrigué Catherine. Pour dire que je suis venue à l'architecture par le paysage. Très tôt, je me suis intéressée aux liens qui existent entre les lieux de nature et la façon dont l'homme s'y est installé. Ce chemin aura du sens, il nous conduira vers la matière et vers la mise en œuvre de cette matière. L'identité en fait des lieux se fonde sur cet écho qui existe entre à la fois le relief, la topographie, surtout la géologie et le vivant, la façon dont le végétal s'installe en rapport avec un sous-sol. Le végétal qui m'a conduit beaucoup vers la botanique comme un sujet important. Le vivant en général, jusqu'à la présence de l'homme, l'histoire de l'habité et celle de l'architecture. Donc les images que j'ai montrées depuis le début, c'est les monts d'Aubrac, les monts du Vésuve, qui sont des lieux de basalte, qui ont cette rudesse des lieux extrêmement agrantés et rudes. Et dans la matière fondent les constructions aujourd'hui de ces paysages habités. Les deux images précédentes correspondaient à ceux de la vallée du Tarn et des Causses, des grands Causses, qui, eux, ont la caractéristique d'être très arides. L'eau ne reste pas en surface, elle s'en va dans les sous-sols. Et l'homme, pour pouvoir habiter ces lieux-là, a dû faire preuve de beaucoup d'ingéniosité. Le nouveau musée archéologique de l'Odève, qui est une magnifique réalisation architecturale, retrace la vie des premiers hommes à l'âge de fer, pouvoir survivre dans des contextes comme cela. Ensuite, je vais rester un petit peu sur la précédente. Ensuite, donc, ces précédents sont des points d'appui qui restent toujours présents dans les architectures, c'est-à-dire la question de ce qui est sous-jacent, de ce qui n'est pas visible, de ce qui répond peut-être de l'origine du sous-sol vers une émergence qui va pouvoir rendre lisible l'histoire de déjà là à travers des réalisations complètes d'architecture. Ce qui fonde beaucoup ma pratique, ce sont la présence des éléments naturels, la lumière, l'air,
l'eau, la présence de l'eau qui change complètement la nature des paysages, la façon dont s'installe le vivant, le végétal, mais aussi la faune, et la façon dont l'homme s'est installé. Ici, donc, ces régions qui bordent les vallées de l'Aveyron, en fait, sont, elles, par contre, très très généreuses en eau et changent complètement l'installation que les hommes ont pu y vivre. Par-dessus tout, la nature du sol. Je pense que je pourrais souvent décrire mes architectures comme des architectures du sol. Ici, la maison médicale de Caussade, donc c'est un édifice qui finalement m'a conduit à m'interroger sur de nombreux sujets. Je pense que d'abord toute situation spécifique, telle que je viens de décrire précédemment dans l'histoire finalement géologique, dans un projet est dépassée pour devenir une création qui va être totalement singulière. Ici, donc, un autre thème de ce projet, c'est l'échelle locale, qui m'intéresse énormément parce qu'elle est très pragmatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de capacités avec des échelles comme celle de ce projet, de résoudre à la fois des préoccupations très contemporaines liées à une nouvelle société qui peuvent être d'ordre social, économique, durable, mais également à la fois des résolutions locales pour la vie des habitants. Donc cette maison médicale de Caussade touche le sujet extrêmement crucial en France de la déshérence des villes moyennes, des petites villes. Ici, cette perte d'attractivité rendait très cruciale l'action de la municipalité qui a dû elle-même prendre en charge la création d'une maison médicale puisqu'il ne restait plus que 5 médecins à moins de 5 ans de la retraite pour une ville de 6 000 habitants. Il y avait une véritable urgence. Et donc, c'est ce programme-là qui a donné lieu à un programme très complet, globalisant, qui apporte un véritable point d'appui au développement de la ville, à la fois dans sa reconstruction, dans sa valorisation, dans son lien avec l'extérieur. J'aurai l'occasion d'en parler un tout petit peu. Donc, merci. Donc, cette image ici montre un tout petit peu les moyens qui ont été mis en œuvre pour réaliser ce projet. D'abord, c'était s'appuyer sur une culture locale existante qui valorise énormément les matières naturelles. On est au port du Quercy, on a quitté la plaine alluvionnaire de la Garonne et on a un mélange de pierres, de briques, également de travail de boiserie et de ferronnerie qui est très beau. Très surprenant quand on quitte la métropole, où on a un mélange de choses plus ou moins qualitatives. Ici, on voit dans la moindre construction cet attachement des habitants à l'entretien, à la rénovation et au prolongement d'un bâti dont la culture se fonde sur l'authenticité de la matière. Et c'est là que nous avons choisi avec notre équipe de tenter cette expérience de la matière, de construire réellement avec une pierre massive porteuse. J'insiste sur ces mots parce qu'ils ont tous beaucoup de charge. C'est très difficile aujourd'hui, d'une façon contemporaine, de pouvoir assumer le calcul et faire valider les calculs de structure en pierre massive. Ensuite, il y a toutes les conditions d'extraction, de taille, de transport et de pose qui doivent être repensées de façon contemporaine pour arriver à la réalisation d'un projet comme celui-là. Ici, donc, une vue sur les logements qui sont à l'étage de la maison médicale, qui ont été réservés par la mairie pour 5 logements de petite taille, donc à vocation d'être habités par des personnes âgées. Donc c'était une façon de globaliser ce programme. Sur l'image de gauche, vous voyez cette galerie qui permet d'accéder à chacun des logements, qui met en valeur le rythme
de ces murs de reforme en pierre massive qui donnent un ordre et une métrique au bâtiment. Ils sont présents partout. Et c'est cette pierre simplement qui donne toute l'atmosphère intérieure au logement, associée partiellement à la présence du bois également. Ici, la vue de ce projet depuis la place de la gare, pour rappeler qu'au-delà de la maison médicale, il s'agissait aussi de remplacer une ancienne usine à château en ruine qui était ici sur ce site et de participer ainsi au renouvellement urbain. La place étant elle-même devenue un pôle multimodal associé à la gare et au stationnement des bus, des véhicules qui sont organisés maintenant à cet endroit-là. Et ce programme, il était également enrichi par la mairie de l'aménagement d'un jardin et d'une passerelle pour relier le pôle de la gare au quartier qui se trouve à l'arrière. On voit l'émergence des arbres. On voit l'émergence des arbres juste derrière. Dans la métropole de Toulouse, Balma est une ville périphérique qui a connu un développement extrêmement étonnant, puisqu'elle est passée de 1200 habitants à 16 000 habitants depuis la dernière guerre, et le tout dans une sorte de chaos très hétérogène et qui comprend de nombreux délaissés. Le projet de requalification du cœur de ville, en fait, a permis finalement de construire le site qui n'avait jamais existé à cette échelle-là. La place qui est ici, en fait, met en scène à la fois l'émergence de la salle des fêtes et en même temps l'encastrement du projet dans la déclivité, puisque toutes les façades que vous ne voyez pas devant vous ici sont en fait encastrées dans le terrain avec une très forte différence de niveau. Et c'est cet encastrement qui a guidé le projet dans sa masse, dans sa maçonnerie et dans son travail de soutènement vers le choix d'une matière épaisse, et tandis que la recherche de l'ensoleillement pour une façade qui était complètement exposée au nord a occasionné finalement le choix de la brique comme matière pour la réalisation de ce projet. La brique qui est très peu utilisée de façon contemporaine dans cette région, et pourtant qui font de la culture de ce territoire. Le projet est en double hauteur, c'est-à-dire qu'on a la place en contrebas et ensuite une série de jardins, promenades qui permettent de retrouver l'échelle du grand territoire avec des horizons qui sont très dégagés à perte de vue. Et l'ensemble du projet est aujourd'hui occupé par 5 commerces qui sont tous des cafés qui se prolongent sur la place et qui viennent compléter l'offre précédente qui était la shop d'Almanès. Pour finir, donc, le lac du Salagou, c'est le projet d'aménagement du grand site de Salagou qui nous projette dans le temps géologique. C'est un lieu qui a un charme extraordinaire par la présence de cette rue Feu Rouge qui est liée au ruissellement sur ces collines, qui date de 250 millions d'années et qui a été perturbée avec une période volcanique il y a 2,5 millions d'années par des projections de roches sombres. Et la dernière étape, c'est ce lac qui est arrivé seulement il y a 50 ans pour la diversification des cultures de la vigne vers les fruitiers, ce qui n'a jamais été opéré, ce qui n'a jamais eu lieu, mais le lac est resté et un lieu absolument très attractif et magique. L'image précédente, c'était pour montrer cette présence de l'eau et du ruissellement sur la matière, et également la ruine du village de Selles. La ruine du village de Selles, comme on devine la plaine, qui était un village qui devait être englouti, qui ne l'a pas été, qui par contre est très inspirant, et beaucoup de films ont été tournés, on a l'impression qu'il est calciné, c'est très étrange, et en même temps ça réfère au temps et à l'histoire des hommes à cet endroit-là. Le lac construit que l'on voit ici était en fait celui de la route qui descendait et qui traversait la vallée. Aujourd'hui, l'extrémité est devenue un ponton
sur le paysage du lac. Et il s'agissait donc aujourd'hui de recouturer, de soigner toutes ces blessures, de tout cet attrait touristique qui a amené des milliers de voitures au bord de l'eau, et de les faire reculer pour pouvoir renaturer ces berges en milieu sec et en milieu humide, de créer une maison de site, voilà, qui est ici glissée dans le sous-bois par une présence qui est dans l'ombre et qui est construite en récupérant la roche de basalte qui est issue de la déconstruction de granges locales et qui va être construite par les habitants. Dans un grand site, les contraintes sont extrêmement lourdes pour les habitants parce qu'on peut faire peu de choses sans autorisation très très longue. Ici, on a défendu dans le concours et on a écrit que la volonté de pouvoir leur redonner l'action sur leur propre territoire en montrant que c'était leur appartenance d'une certaine façon à travers cette construction. Et la dernière image, donc, c'est la vue depuis le restaurant sur le village de Lieuson, la presqu'île de Rouens, le village d'Orton, au fond du lac. Il s'agit de trouver le lieu d'où il faut voir. C'est la citation de Shibida qu'on vient comme clôture. Merci. Bravo et merci Véronique. On va passer maintenant à Fabienne. Donc Fabienne Bulle, vous êtes architecte, vous êtes née à Bourges, vous êtes diplômée de l'école spéciale d'architecture de 1977, vous êtes membre titulaire de l'Académie d'architecture depuis 2012, vous êtes finaliste de ABC Award en 2018, lauréate du Trophée Bois Île-de-France mention spéciale 2015, nominée au prix européen Miss Van der Rohe 2013, nominée au prix des femmes architectes 2013, lauréate du prix Hamon 2012 et lauréate du prix Femmes Architectes 2019 à la rubrique Femmes œuvres originales. Votre agence, donc, vous l'avez créée en 82 en libéral, comme vous êtes installé en indépendant. Vous avez une activité qui se déplace à Montrouge en 2002, création de la SARL Fabienne Bulle, architecte et associée en 2012 avec vos associés. Donc deux collaborateurs, Pascal Poirier et Aïchine Hamzam Abdia, sont vos associés architectes tous les deux. Vous êtes installés dans l'architecture par la maison et ses valeurs domestiques, sociales, expérimentales. Vous franchissez un pas, le pas de l'habiter à l'usage collectif de l'échelle domestique à l'échelle publique. Vous défendez la culture constructive et la pérennisation des savoir-faire, que ce soit dans un lieu chargé d'histoire, passé ou récent, dans un lieu excentré ou une petite commune, dans un délaissé, entre territoires complexes. Une longue approche sur la compréhension des matériaux et leur consistance, leur permanence, leur transformation, leur mise en œuvre et leur valeur d'imaginaire, articuler son approche architecturale et constructive. Une matière de prédilection le bois, matériau vivant qui parcourt votre histoire. Parallèlement, vous êtes également enseignante à l'école spéciale d'architecture de Paris, dans un master où elle participe à la naissance de la fabrique collective en 2016. Votre travail de la transmission et de la pédagogie à l'école spéciale d'architecture de Paris et votre production architecturale n'ont cessé de dialoguer ensemble. C'est à vous. Donc, vous allez nous montrer peut-être sur 7 minutes vos projets. Merci. Comme effectivement je parle beaucoup, je vais lire au préalable quelques éléments qui me tiennent à cœur. Je dirais que la réflexion sur l'innovation à l'échelle locale fait appel à la notion de transformation de la ville sur elle-même dans des lieux où l'histoire accumule des traces liées à la mémoire collective. Faire en sorte que la manière dont cette transformation permanente s'écrit va amener à aider à ce que les lieux ne soient pas quittés de leur sens. Parfois, l'idée de juxtaposition crée du lien et engendre à la fois une histoire déplacée et une mutation ultime.
Différentes centralités réinventées, déplacées, régénérées par d'autres désirs, s'expriment dans les lieux pour d'autres pratiques où la place de l'homme dans la vie prend tout son sens. C'est peut-être tout naturellement se saisir de l'instant et de la puissance du lieu comme l'histoire est déjà là, à poursuivre en puisant dans son existence présente. Ce que nous faisons, ce ne sont pas des remèdes, des colmatages, des habillages, mais bien des existences à réinstaller. Il est nécessaire de saisir la mesure du lieu en appliquant cette notion de limite, redéfinissant la possibilité de régénération. Une histoire de plus qui transforme et qui fait du lien. La mutation dans laquelle nous sommes actuellement implique une attention aux cultures, aux endroits pour s'y ressourcer et y rechercher cette inspiration bienveillante. Elle est à l'écoute de son territoire et attentive à ses habitants. L'implication des habitants dans l'histoire du lieu devient un engagement sociétal et pour cela les bâtiments doivent être à l'écoute de l'empreinte qu'ils vont laisser pour être un catalyseur, transformateur de notre temps. Des interventions, des installations, des architectures bâties, des architectures naturelles feront sens dans une réalité locale, contextuelle, matérielle, désireuse d'usage partagé. Dans un lieu chargé d'histoire passée ou récente, dans un délaissé entre territoires complexes, l'attitude consiste à écrire un processus d'éléments rajoutés, acupuncture. Je crois que c'est Cécile qui a parlé d'acupuncture tout à l'heure. Du moment devient une force, une vitalité pour que la transformation opère. Au travers des couches successives qui sont une sorte d'humus vivifiant, par analogie à l'archéologie ou à la stratification des éléments successifs, reste en attente d'autres éléments. Se construit la renaissance de l'attachement au lieu. Il convient de se servir de ce qui est là, comme relevant d'une sorte d'appartenance à celui-ci. Donc, pour cela, j'ai effectivement, donc on va essayer de pacifier parce que j'ai beaucoup d'images. Elles sont toutes là. Elles sont toutes là, les images. Je veux juste savoir. Hein? Vous avez 50 pages. Oui, c'est ça. C'est bien. Donc là, on va commencer, merci. On va commencer effectivement par la maison d'étudiants. Voilà, qui est une histoire. Vous pouvez passer des photos, qui est une histoire effectivement de lieu qui, avec ce projet, termine. Alors, pour revenir effectivement en avant, excusez-moi, termine effectivement une histoire actuelle, contemporaine, des projets différents. On est à l'Université de Saint-Quentin, différents architectes connus et reconnus sont intervenus, et on a eu cette chance de ponctuer l'histoire. Et en même temps de révéler aussi ce parc de la source, puisque nous sommes dans un lieu privilégié, un lieu classé, où nous avons travaillé cette maison d'étudiants tout de bois. C'était une manière de privilégier l'univers des maisons d'étudiants en ne leur offrant pas l'ouverture totale sur le parc, puisqu'ils sont en permanence dans ce parc, et de leur recréer un univers intérieur de lumière et de sérénité à l'intermédiaire de cette architecture. Une architecture qui peut s'assimiler à une réécriture d'une maison à colombage, d'une histoire de colombage. Soudainement, la construction devient un révélateur de son histoire. L'évidence constructive, sincérité constructive. Nous avons de grands clous de charpentier, que nous avons appelés ainsi, qui viennent cerner cette enveloppe et qui ont permis, de par ces différents pas, nous avons des pas de distance avec la façade, certes d'obtenir à la fois des transparences voilées et puis en même temps, bien évidemment, en fonction des orientations de traiter de l'enseignement plus ou moins effectivement maîtrisé en fonction du désir des gens. Nous sommes en acier cortel, un détail, on parlait tout à l'heure du détail, oui, l'exigence, la persévérance, l'obstination, vous avez dit, c'est qu'à travers cela et à travers l'expérience du matériau, qu'on arrive effectivement à une matérialité. Comment ces clous qui sont suspendus, qui font tous mettre de haut, viennent juste toucher comme des talons aiguilles le sol pour en respecter aussi son existence. Un grand lieu à l'intérieur du centre du CDI où vous voyez effectivement l'apparence de la matière brute qui est toujours présente, mais pas nécessairement de toute son histoire. Là, ici, on passe au bâtiment d'accueil de la préfecture. Alors là, on peut passer à la diapositive suivante. C'est intéressant de voir le avant et le après. Le avant à gauche, un entre-deux qui était au 18e, le passage de la cavalerie à cheval. Traverser ce passage a été envahi au fur et à mesure des temps, certaines pollutions de bâtis, y compris ce petit bâtiment qui est tout simplement l'annexe technique, chaufferie, etc., qui a été coincé entre deux. L'histoire ici révélée, c'est que dessous, il y a Saint-Éloi et tous ses copains, enfin, tous les cimetières. Il y a tout le monde qui est dessous, qui a fait d'abord l'objet de 6 mois d'archéo. Et donc pour lui, il a fallu passer, là aussi, comme est avec lui, discrètement et suffisamment correctement pour ne pas
tout abîmé entre guillemets. Donc à l'intérieur de ce petit bâtiment qui fait 10 mètres par 30, revenez à la photo d'avant, excusez-moi. Vous voyez le bâtiment de la Pâte qui retourne sa façade nord de la même manière à l'intérieur de ce passage. De l'autre côté, on peut passer à la photo suivante, voilà, on aperçoit le pignon de l'hôtel du préfet. L'hôtel du préfet, il attendait une autre construction. Donc, nous nous sommes calés contre, nous avons descendu le mur enfant jusqu'en bas, délicatement si on peut dire, on a quand même descendu jusqu'en bas, et on a effectivement dégagé la façade vitrée pour réinsérer la lumière du passage préalable, pour pouvoir inonder de lumière l'intérieur du bâtiment d'accueil. Et nous avons un poteau de béton qui prend toute la structure de 30 cadres en bois à l'intérieur, qui ne sont pas révélés en porte-plaque en bois, mais qui sont révélés par l'habillage effectivement inox, parce qu'il fallait dilater cet espace pour que les gens qui arrivent soient dans un usage rassuré et bienveillant du lieu. Et on y voit ces grands cadres effectivement de bois qui sont habillés d'inox pour arriver à ce que quelque part le reflet reflète aussi l'histoire du lieu et en même temps permettre une certaine sérénité de cet espace. Le travail des familiers pour attendre. Là, nous passons maintenant au groupe scolaire Centre Multimédia. C'est une histoire là d'acupuncture, un bâtiment des années 70 qu'on transforme en centre multimédia, et un entre-deux, un bâtiment de restauration et de lieu d'art et de musique pour les enfants, un moment, une temporalité particulière. À droite, l'école Jules Ferry tout en briques 19e, là-bas dans le fond, un bâtiment 70 qu'on transforme en centre multimédia, et là, le bois apparaît en toute sa consistance pour dire l'architecture contemporaine. C'est aussi une manière, avec ce matériau, d'en révéler effectivement une histoire aussi qui se conclut. Là, vous avez l'intérieur de classe. Ici, Clichy. Alors, dans votre parcours d'architecte, vous avez des moments de génie. Bon, je le dis parce que pour moi, je revendique ce bâtiment comme étant un moment de notre histoire d'agence assez fabuleux. C'était compliqué quand on a été accepté sur cette sélection de projets à Clichy-Montfermeil. Donc, on est au pied des tours, les deux enfants sont morts dans le transformateur. Voilà. Quand on a été sélectionné, on s'était bien présenté, donc on pouvait bien le faire quand même. On a quand même hésité à dire on y va pas, c'est un hôtel de police, c'est un commissariat. Avec tout ce que ça représente, à la fois de sécurité et de sûreté, c'était ça l'enjeu, le plus important, et en même temps, la cohabitation. Un délaissé, tout simplement. Donc là, il fallait inventer une histoire, et inventer une histoire pour que ce bâtiment devienne tout autre qu'un hôtel de police. Au pied de ces tours de 12 mètres de hauteur. La photo, voilà. Donc l'idée de ça a été que tout un chacun se l'empare comme ils ont envie dans leur imaginaire. C'est soit une archéologie à la romande, soit une œuvre à la Sierra, en restant très simple, mais malgré tout ça nous a quand même orienté dans ce choix de cette matière, et je vais y revenir. Et puis l'histoire d'une carapace. Nous, c'était plutôt ça. Une carapace qui s'illumine la nuit, c'est un bâtiment de la permanence, 24 heures sur 24, donc quelque part la nuit, ceux qui sont vus voient. Et ça, c'était très intéressant. Voilà, de ce fait-là, nous sommes partis en acier autopatinable, acier Corten, qui effectivement se transforme et vieillit et devient orange au fur et à mesure. Et les photos vous permettent de voir comment, quelque part, c'est à la fois une série d'espaces vides construits, et qui sont tout simplement enveloppés et dégagés pour permettre à ce que tout un chacun puisse vivre et cohabiter. Là, vous avez la photo de jour et la photo de nuit. Ce qui est très intéressant, le jour, c'est eux qui sont dans la surveillance un peu précipitée, puis la nuit, ce sont les habitants, et qui voient très bien ce qui se passe. Ils voient très bien quand leurs frères ou leurs sœurs sont effectivement au commissariat, ils savent très bien ce qui se passe. Donc il y a une chose fabuleuse qui se passe, c'est que c'est en accord parfait, effectivement, avec les uns et les autres. Et là, on voit, voilà, par cette perspective, comment la ville phagocyte, continue à phagocyter notre commissariat au bon sens du terme, qui devient à la fois une échelle locale du piéton, par ces éléments, et puis en même temps une échelle urbaine. Là, ici, le dernier projet de l'agence, l'ambassade de France, qui est une véritable histoire absolument passionnante, complexe mais passionnante, une véritable histoire de la réalité locale. Un arbre dans le coucher, une brune, un bâtiment là aussi de la sûreté, donc ambassade de France avec tout ce que ça nécessite de sécuritaire, et en même temps une histoire locale. Forêt primaire du Gabon, classe 5 au niveau des bois, Padouk,
Et le défi, 95% d'humidité dans ce pays, le défi, c'est de faire effectivement que ces élèves qui font 12 mètres de haut, 80 de profondeur au plus ventre et 10 de large, soient en des écoles locales. On s'est battu en associé Clément, a été au fin fond de la forêt primaire pour choisir effectivement le Padouk. Ça, c'est des histoires, vous n'avez pas tout vu. Mais c'est une revendication. Au Gabon, pour l'instant, ils tentent de travailler le bois, mais le bois, culturellement, c'est les maisons de pêcheurs. C'est pas bien le bois. Donc on espère que nous, rien que par cela, va aider, parce que déjà, il y a une compréhension effectivement locale de notre vie. Donc là, vous en avez la tête parce qu'on est au chantier. Donc je n'ai pas de photos particulièrement de chantier, juste pour vous montrer l'ambiance et la véracité effectivement de ce matériau qui va apparaître. Et pour cela, voilà, nous avons effectivement aussi travaillé, nous travaillons avec la latérite locale, les grands blocs de latérite que nous connaissions pour en faire effectivement à la fois des pavements, à la fois des murs, des bassins de rétention, le Padouk à droite. Nous nous sommes offerts nous-mêmes, sous le regard de l'ambassadeur qui est là-bas au bout, qui était à pouvoir être sûr que ce soit bien effectivement le Padouk, et qu'on était bien sûr qu'il allait griser, mais que malgré tout, la couleur rouge du Padouk, elle n'est toujours pas là. Et en lui expliquant que l'autopatinage lui-même, du temps qui passe sur ce bois, devenait effectivement la force du bâti. C'est accepté. Et donc là, ce qui est important, ce que je voulais mettre avec cette carte d'exploitation, c'est que justement, Pascal, avec cette carte, les petits triangles, c'est les Padouk. Et au fur et à mesure, les petits triangles ont permis, parce que maintenant ils vont chercher la grue au GPS, de pouvoir effectivement localiser, de ne plus saccager cette forêt qui a été ravagée effectivement par pas mal d'autres forêts. Et donc, voilà, là, ils sont en train de localiser les bois pour aller les chercher. Là, ici, ce qui est intéressant aussi avec des choses très simples, c'est ces petites étiquettes en métal, ce sont celles qui sont tombées, c'est les bois qui ont été coupés, celles qui sont au milieu, ce sont celles qui attendent et celles qui sont en haut. C'est celles qui ne seront pas coupées. Et donc là, voilà le Padouk. Je ne vous montre pas la photo d'après quand on le coupe, parce que c'est quand même toujours un moment, il faut couper les bois, il faut. Mais c'est quand même, je trouve, un moment délicat quand on le coupe. Et donc, voilà, un de nos bois, les billes sont prêtes, et puis, voilà, elles sont arrivées. La mesure de l'œuvre, je vais le dire aussi, c'est-à-dire qu'elles sont là, toutes tranchées, assemblées, collées, et voilà, elles font la longueur de X personnes. Et c'est intéressant aussi que cette mesure-là soit là, parce qu'on est dans un véritable savoir-faire artisanal. On retrouve toutes ces dimensions dans lesquelles moi j'ai été presque éduqué et élevé dans ce savoir-faire. Et donc, ce passage qui a fait que j'ai eu cette femme originale, c'est vraiment ce lien et cette démarche que j'essaye de transmettre. Et j'avoue que c'est absolument fantastique auprès d'étudiants. Voilà. On a emmené au Pérou pour travailler à une contemporanéité de l'échelle locale, les bambous locaux, avec les maestros du coin, les habitants, et comment effectivement ils ont construit 5 maisons en 15 jours. Voilà, des architectures où l'architecture vernaculaire est présente dans son usage, et là, non, c'est effectivement une qualité d'habiter. Et puis là, ce sont le travail sur les forums bois que l'on va faire cette année au Grand Palais. L'année dernière, c'était à Nancy, où effectivement eux-mêmes ont une vraie commande, voilà, pour les forums bois au Grand Palais, 14, 15, 16 avril, où ils ont travaillé effectivement dans cette expérimentation de la matière, parce que ce sont des jeunes futurs architectes, ce sont des architectes, des jeunes étudiants en master, qui sont plus que friands dans ce travail de la matière, comment effectivement on la saisit, comment on la perçoit, comment on la sent, comment on la transforme, et comment on l'emmène dans une réalité 1. Voilà. Donc ça, c'est pour vous montrer tout le travail, des catalogues aussi qui ont été nécessaires à faire, à dessiner, et l'expérimentation, et voilà la dernière photo, qui était des lieux d'assises, tout simplement, comme des lieux de conversation, pour pouvoir permettre à tout usager et habitant, en traversant ce plateau, de pouvoir s'installer. Voilà, merci. Un point avec vous, Dominique, Jacob, pour commencer, aussi. Donc, je vous ai tout interviewé pour savoir un peu qui vous étiez, que ce que vous faisiez. Donc, pour vous, la notion de modernité dans l'agence Jacob McFarlane, de ce que j'en ai compris, vous me direz, au travers des innovations dans d'autres secteurs comme l'aéronautique, la construction navale, l'informatique, les nouveaux logiciels, en travaillant aussi avec des écologues, des biologistes, que vous abordez la notion de modernité dans l'architecture. Vous œuvrez sur d'autres professions, d'autres spécialités qui peuvent apporter à la conception de vos projets.
Ce n'est pas dans le domaine spécifique de l'architecture, mais en partant de nouvelles technologies que vous allez innover. Vous allez poser des questions qui conduisent à innover. Par exemple, comment construire de façon plus légère, sur le bâtiment où vous avez fait le café à Roubaix, ou comment travailler en préfabrication, améliorer les processus, trouver des éléments et des techniques nouvelles avec l'usage de nouveaux logiciels, notamment pour le musée de la mode que vous avez réalisé à Paris. Donc, est-ce que j'ai bien compris votre approche? Oui, tout à fait. C'est un petit peu ce que j'essaie d'expliquer tout à l'heure aussi. C'est on est intéressé d'une part à tout ce que peuvent nous apporter de nouveaux outils et en même temps aussi comment on arrive à l'utiliser de manière plus responsable. Je pense que les architectes au XXe siècle sont quand même responsables de beaucoup de dommages. On a beaucoup étudié au XXe siècle et je pense que certains équilibres que vous avez dans les siècles précédents où on voit qu'il y avait un respect des matériaux locaux, comme par exemple on peut voir à Toulouse, avec les châteaux de René, les tuiles, qu'on peut voir en Suisse, dans certains villages. Et je pense que le XXe siècle, l'idée de la modernité, l'idée du pouvoir construire vite, grand, avec des grands porte-à-faux en béton, nous a un petit peu aveuglés sur certains sujets. Donc nous, ce qu'on essaie, c'est d'avoir peut-être croisé, ne pas nier la modernité dans tout ce qu'elle peut nous apporter, mais voir comment on peut la faire d'une manière responsable. Et je pense aussi ce qui est intéressant dans notre métier d'architecture, c'est que finalement on n'est pas que entre architectes. Mais c'est vraiment ça, la grande ouverture, c'est ce dont je parlais quand on a enseigné, c'est le fait qu'on fait un projet, qu'on s'adresse à beaucoup de personnes, qu'on s'adresse à des sociologues, qu'on s'adresse avec des paysagistes, avec des anthropologues, avec des historiens. Enfin, je veux dire, chaque sujet, on peut découvrir des métiers, des personnes et des parcours différents. Et finalement, je pense que c'est ce que j'aime le plus dans mon métier. C'est de toujours continuer à apprendre, de toujours continuer à rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux parcours qui vous ouvrent de nouveaux yeux. Là, on travaille avec des habitants du Nid des Pacifiques qui sont inquiets de la montée des eaux. Qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles personnes on peut regrouper autour de leur problématique pour essayer de leur apporter des propositions, des solutions. Donc c'est ça qui nous anime. Donc maintenant, au fil des années, les sujets changent. C'est vrai que Catherine vous parlait du restaurant Georges. Quand on a voulu faire l'appel d'offres pour le restaurant Georges, c'est un exemple. On n'arrivait pas à trouver des entreprises qui pouvaient réaliser ce qu'on voulait dans le bâtiment. Donc on s'est tourné vers le naval. Et le naval, en fait, était en avance sur les logiciels. Parce que quand on était en ville, on n'avait pas les serveurs, tout ça, c'était un petit peu compliqué de faire des computers. Donc dans le naval, on construisait déjà les outils. Donc, finalement, on a travaillé avec un ingénieur naval, et après on a travaillé avec des entrepreneurs qui étaient dans le naval. Pour le Renault, on a travaillé avec l'aéronautique, parce qu'on voulait faire des grands murs très légers, de 36 mètres. Finalement, quand on fait un avion, on travaillait à la légèreté, on travaillait l'économie de la matière. Donc pareil, il a rencontré des ingénieurs qui travaillent dans ce domaine, qui disent, dans les choses, on apprend. Et là, c'est des choses qu'on n'a pas appris à l'école. Donc ça, on continue dans ce domaine-là. Donc maintenant, on s'intéresse beaucoup en effet au bois. Je pense que là, il y a un domaine phénoménal de recherche, parce qu'on est de nombreux architectes qui nous intéressent à ce matériau, qui est vraiment qui produit beaucoup moins de CO2 que l'industrie du ciment. Donc je pense que c'est des nouveaux domaines qui sont assez intéressants. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Il y a peut-être d'autres questions dans la question, Catherine. Donc, ici, le panel est assez varié. Donc, Marie Perrin, vous travaillez aussi sur la modernité dans une certaine manière, parce que vos projets sont très contemporains, même s'ils ont une échelle beaucoup plus réduite. La question de la passerelle, par exemple, une architecte qui fait une passerelle, c'est pas tout le temps. C'est vous qui avez été chercher des traces dans les fondations, qui avez dessiné une sorte de parapluie triangulé, qui permet de dessiner cette passerelle pour une esthétique qui est en même temps fonctionnelle et statique. Donc vous faites des logements, vous faites des équipements, mais vous faites aussi des petites opérations pour des communes, tout en étant très, on va dire, vernaculaire, ou en essayant de travailler avec les matériaux, les techniques locales, mais en même temps en apportant des projets d'une grande modernité. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, quand on commence un projet, on va aller un petit peu regarder ce qui est déjà là. Et souvent, moi j'aime bien faire ça, c'est m'inspirer
de ce qui existe et ce qui a été fait en fait avant sur ces territoires, parce qu'on apprend beaucoup en fait de l'architecture locale, ne serait-ce que son rapport au climat est très intéressant, et dans ses formes, dans sa matérialité. Et je pense qu'on peut tout à fait réinventer ces formes, ces usages, et ces matériaux, et pouvoir, on va dire, transformer ces données en une architecture qui est en effet très contemporaine et qui s'adapte à, on va dire, qui crée une nouvelle histoire grâce à ce travail de transformation et de réinterprétation. On le fait à toutes les échelles et sur tous les types de projets, que ce soit en effet du logement, de l'équipement. On travaille, on est urbaniste aussi, donc on travaille aussi à l'échelle des territoires et sur des planifications. Et à chaque fois, on est toujours dans cette démarche de regarder ce qu'il y a déjà et comment on peut réussir à le transformer pour écrire une nouvelle histoire. Véronique Joffre, on a vu que vous vous inspirez beaucoup des territoires, donc vous faites émerger des singularités qui font partie de l'héritage, vous révélez les traces en relation avec le milieu, avec l'histoire, avec les singularités. Donc Véronique, vous venez de gagner 2 concours de beaux projets en collège dans le Haut-de-Garonne et une maison pour le département. Et là, dans les 2 cas, vous avez essayé de vous inspirer de ce que vous trouvez sur place, la matière, avec un ancrage précieux sur l'environnement. Vous avez un rapport au lieu et à la matière qui est essentiel. Donc, pouvez-vous nous parler un peu de votre rapport au lieu dans ces 2 projets ? Oui, je pense que j'avais déjà un petit peu parlé précédemment. Je trouve que c'est intéressant de revenir sur cette idée d'innovation, parce qu'elle est vraiment multiple. Et on peut le voir à travers toutes nos expériences. Elle porte des natures qui sont sans cesse renouvelées. Et c'est ce qui rend aussi notre discipline extrêmement captivante. C'est-à-dire, je dis souvent qu'être architecte, c'est pas un travail, c'est en fait une compagnie. C'est-à-dire, c'est une façon d'être qui ne quitte pas. Et c'est pas le moment où on rentre dans son bureau et qu'on s'assoit devant sa table blanche que les choses commencent, et c'est plutôt tout le temps, à tout moment, à être en alerte sur des sujets qui nous permettent de penser et d'être au monde et d'apporter notre pierre. L'innovation, c'est, quand je reviens dans le temps, il y a, au début de ma pratique, ça concernait effectivement la matière, des réinterprétations de la matière pour parler de la monochromie d'une terre d'Écosse, par exemple, avec des blocs en agrégat de pierre naturelle. C'était aussi la centrale hydroélectrique d'Albas où on venait, pour des questions de propriété, boulonner directement des vitrages ou des malles d'acier sur des structures métalliques sans aucune ossature aucune. Aujourd'hui, ces notions d'innovation, elles migrent, elles mutent. Il n'y a plus de lieu sur Terre où on ne soit pas allé. On rebâtit sur la ville elle-même. 80% de la construction, c'est aussi de la restructuration, de la réhabilitation et de l'entretien. Aujourd'hui, ce travail sur soi nous amène à redéfinir, à réinterpréter les moyens de construction qui sont beaucoup liés à l'usage du matériau qui est disponible, c'est-à-dire la matière de la situation. C'est ce que Fabienne Bull a développé dans sa dernière expérience. C'est la matière qui fait encore partie de la culture d'un lieu. Fabienne, vous n'avez pas parlé, parce que peut-être je vous en ai empêché, c'est ma faute, le petit projet avec la mairie de Montigny. Donc, ce qui est intéressant chez Fabienne et son équipe, c'est qu'elle travaille aussi bien en Gabon pour faire l'ambassade, mais aussi un petit projet, une petite mairie de Montigny, où vous allez utiliser les matériaux locaux, transformer, réhabiliter, réutiliser des charpentes anciennes, refaire un lieu de vie dans une ancienne bâtisse peut-être qui était en désuétude. Donc, et vous vous occupez aussi beaucoup de l'empreinte carbone des bâtiments, je pense que vous doutez d'ailleurs,
Mais on a l'impression chez Fabienne qu'il y a vraiment une espèce de passion sur le côté écologique et aussi le côté réutilisation du patrimoine, hein, pour ne pas le disperser, pour le réévaluer, le remodeler, le retravailler et pour en faire vos nouveaux projets. Oui, tout à fait. Oui, effectivement, j'ai pas envie d'attirer il faut aussi. Bon, voilà, mais c'est vrai que ce moment aussi partagé, parce que c'est vraiment une histoire partagée avec un maire, l'assistant du président du roi, j'étais là tout à l'heure, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il vienne du département du Cher. Voilà, c'est mon village aussi où j'ai vécu, et le maire, que ce soit l'enfant du pays qui revienne. Gardez de Paris, le bilan carbone, 463 000 allers-retours. Je veux dire que le bilan carbone, il a pas été très bon. Mais c'est pas grave. Dans le sens où, quelque part, l'histoire du lieu, de bâtisses existantes, d'attention, en fait, à une histoire, en fait, de démarrage qui était l'accessibilité handicapée, tout simplement, dans cette commune, a fait que tout d'un coup, ça s'est développé dans une histoire de lieu élargie. C'est-à-dire que ça a permis de faire du lien avec les enfants, les parents et les maîtresses. Ça a permis effectivement d'associer un relais postal et une mairie dont je n'arrêtais pas de dénoncer à M. le maire, c'était plutôt une maison communale, parce que la mairie c'est le matin, donc l'après-midi, c'est bien qu'il se passe autre chose. Donc voilà, les parents, la mairie, tout ce qui se passe était pour la campagne. Et soudainement, cette histoire de bâtisse on a soustrait toutes les choses qui avaient été aussi polluées du temps des dernières décennies. Donc une grange qui par terre, la caissière qui était là, voilà. On en a récupéré les matériaux, on en a les matériaux de construction de pierre, ne sont pas repartis en construction de pierre, parce qu'effectivement elles étaient comme malgré tout suffisamment affinées, donc on les a mis en traitement pas, mais on a récupéré les chaînes pour en faire des bancs, et c'est effectivement un artisan local qui gratuitement a fait des bancs pour monsieur le maire. Donc il y a toute une histoire effectivement de cela, et que moi j'ai effectivement, quand j'ai démarré dans cette région, je me suis toujours achoppé aux commandes soit de grosses fermes à restructurer, soit d'extension effectivement de maisons, la notion de transformation. L'histoire elle est là, mais comment effectivement l'intervenir à la fois au niveau des générations. Là, c'est des histoires de longue date, c'est une histoire de 30 ans avec des amis à qui j'ai commencé par refaire la maison, encore de ferme, on transforme l'étage en chambre d'hôte, on transforme l'étage en grand salon, et puis il y a un an, les enfants ont pris la dépendance en face et ont voulu refaire une maison dans le grenier à grains, effectivement, de la dépendance. C'est des histoires de vie. Ça veut dire que cette histoire devient une ressource de régénération. Et voilà, je ne sais pas si les enfants vont reprendre l'histoire d'eux, mais ce lieu-là est tout à fait capable, il est dans le champ des possibles, à pouvoir effectivement à nouveau se retransformer et faire autre chose. Moi je pense qu'on est dans des innovations plutôt culturelles. Ça pense, quand on va au Gabon, là-bas, c'est pas pour dire qu'on construit, c'est pour leur dire qu'ils peuvent effectivement construire avec les modèles culturels, le fameux modernisme qui commence à disparaître, ce que disait Dominique, on est allé trop loin, oui, c'est certain, fait revenir à dire aux gens qui sont sur place, avec leur culture, leur tradition, leur histoire, leurs matériaux, et c'est vous en fait qui avez votre propre histoire. C'est pas nous qui vous l'avons amené. Moi j'ai vu au Pérou, les maisons, il y a 5 maisons que les étudiants ont fait. Il y a eu la surenchère des habitants qui se sont dit, non, des habitants à qui on avait construit, qui se sont dit, oh, on va les vendre, on va faire la spéculation. Et puis non, en fait, ça c'est les habitants qui ont dit ben non, on va faire comme vous. Et donc d'autres maisons se sont auto-construites avec les habitants et ils ont fait comme les étudiants avaient fait parce qu'ils ont compris effectivement l'histoire, emmené avec des gens locaux, des architectes, avec des maestros. Mais soudainement, l'histoire a pris pour dire que quelque part, c'est là. Il n'y a pas besoin de venir d'ailleurs pour pouvoir impacter effectivement une architecture qui est occidentale dans plein de pays du monde, a fait du mal. Et c'est vrai que, voilà, en ce moment, on est dans des redéfinitions de ressources à tous les niveaux. Un dernier point qui m'amuse aussi de questionner à Dominique, là, de Thierry. Comment vous voyez votre rapport au paysage, notamment avec les cubes orange et jaune,
à Lyon, que je connais. C'est vrai que nous, j'ai un rapport souvent, on va dire, au site. Vous avez le paysage, il y a les sites. Quand on parle du site de Confluence, Catherine, quand nous on l'a visité, c'était un site qui était plus utilisé, qui était en déshérence. Et quand on arrive dans un site où il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien, on se dit aussi finalement comment on peut l'activer. Et d'autres manières d'y agir étaient en effet avec ces cubes, il y avait une résonance soit le milieu industriel, les couleurs industrielles qui sont vives, le bleu, le jaune, l'orange, et non pas les ramener à un matériau traditionnel du cœur de ville qui aurait été une pierre. C'était plutôt le genre de travailler avec matière, on va dire des couleurs qui étaient empreintes dans le site même industriel, mais de le réinventer. Et par contre, par exemple, on travaille dans l'environnement des HLM au nord de Paris, on a fait le Trentino Hérolde, où là on vient insérer des habitations dans un quartier. Je n'aimerais pas faire un cube orange dans le 19e arrondissement. C'était plutôt là, c'est un bâtiment d'habitation qu'on intègre dans un quartier, donc on a plutôt travaillé en imitant une matière qui était là-bas par la station brique, donc nous on a refait un béton couleur argile, couleur de la terre. Donc à chaque contexte, en fait, on a une réponse différente. C'est vraiment notre manière de travailler, aucune idée préconçue quand on arrive sur un projet sur un terrain. On n'est pas du tout, vous avez certains architectes qui sortent de concret, voilà, c'est non. Nous on prend du temps d'aller visiter, d'aller arpenter le site, de rencontrer les gens qui habitent, de questionner les gens. Et on questionne tout le monde. Il y a un moment, c'est un peu comme un cloud, et l'idée d'un projet commence à se former. Mais il n'y a pas de recette. Je pense que la seule recette, c'est le travail, c'est l'explication. Je entends quelqu'un en parler, c'est vraiment de ne pas se dire j'ai tout de suite l'idée qu'il faut. Je pense qu'un projet, en tout cas pour nous, il y a un temps de maturation, il y a un temps de réflexion, il y a un temps à un moment d'énervement, voilà. Jusqu'à ce que finalement, il y ait une sorte d'agrégation de plusieurs thèmes, parce qu'il y a une sorte de convergence et on va vers l'idée d'un projet. C'est pas du tout quelque chose de guidé. Donc voilà, c'est un peu ma réponse à la question du paysage. C'est vraiment la compréhension d'un site dans tous ses domaines, visibles et invisibles. Bon, nous hâte de finir, mais je voudrais poser à Véronique une question. Donc, vous avez eu le prix en 2016. Quelles ont été les répercussions pour votre carrière? Et est-ce que vous recommanderiez à d'autres femmes de participer à ce prix? Je pense que c'est important de transmettre le message à la fois à d'autres femmes architectes et surtout, pour moi, ce qui me concerne, surtout les étudiantes, de ne pas oublier de s'exprimer en son nom propre et de garder toute la conscience de ça. Parce que c'est très facile de trouver un contexte où finalement on prend une place un tout petit peu latérale et on oublie que c'est très important. C'est un conseil que je donne aux étudiants en général, mais effectivement avec une préoccupation un petit peu privilégiée pour les jeunes femmes. Je pense que mon parcours a été fait d'une grande volonté de liberté, de détachement, de pouvoir profiter de l'architecture comme un moyen d'être. C'est ce qui m'a conduit à avoir d'ailleurs une structure très souple, puisqu'on n'a jamais été plus que 3 ou 4 grands maximum dans mon agence, ce qui permet à la fois de rendre compatible une disponibilité pour l'enseignement, mais aussi pour parfois des postes pour faire autre chose. Voilà, je pense que c'est un choix de vie. Je pense que ça doit être conscient et il faut le transmettre aux jeunes générations. Tout à fait comme vient de le dire Véronique Joffre. Je pense que le prix permet pour le parcours de femmes architectes visibles, présents, autant de femmes à l'école d'hommes architectes, des femmes autant de bonnes notes que les hommes architectes. Pourtant, après, dans la vie active, on en voit de moins en moins. Donc, je pense que ce prix qui donne une visibilité, surtout dans un pays finalement qui ne donne pas beaucoup de prix aux architectes. Donc, je pense que le prix de la femme architecte est important. Catherine, c'est un peu sous une forme ironique dont on parlait, mais
première réfléchissant, c'est pas si Catherine disait il y a bien un prix du meilleur acteur et de la meilleure actrice. Peut-être que si on imaginait un prix de l'homme architecte et de la femme architecte. Non, parce qu'il faut donner de la visibilité aux femmes architectes. Et c'est vrai que moi je le vois dans mon quotidien quand on parle du prix de la femme architecte. C'est pas un sujet de genre. On n'est pas. On ne fait pas l'architecture de manière différente si on est homme ou femme. Donc il n'y a pas de meilleur projet homme et de meilleur projet femme. Mais par contre, les femmes ne sont pas visibles. Mais si on se donnait pendant, je sais pas, disons 5 ans, l'obligation de décerner un prix du meilleur architecte homme de l'année et un prix de la meilleure femme architecte de l'année, ce serait peut-être une manière de donner une parité visible et de créer les conditions d'une parité. Parce qu'en effet, pour moi, le problème sur les jeunes étudiantes, ce sont aussi les jeunes collégiens. Et qu'est-ce qu'on dit aux jeunes collégiens? Est-ce qu'on leur dit collégiennes? Est-ce qu'on leur dit bien aussi que les métiers d'architecture sont tout à fait ouverts pour elles? Et ça, je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Merci. Quelqu'un va ajouter, Marie, quel est votre sentiment par rapport aux femmes architectes? Merci. Moi, je trouve intéressant ce prix parce que c'est un véritable encouragement. Dans le sens où, même si on peut être, on va dire, convaincu de ce qu'on fait, grâce à la persévérance ou parce qu'on est têtu, ça dépend des points de vue, mais c'est important aussi à un moment donné qu'on puisse avoir une reconnaissance de son travail. Je pense que ça aide à prendre confiance en soi, ça aide aussi à pouvoir encore plus affirmer ce qu'on a envie de dégager, ou notre démarche architecturale. Et je pense aussi, oui, véritablement, ça encourage aussi les jeunes femmes à aussi s'affirmer par rapport à leur profession. Je pense que c'est aussi une question d'éducation, où on est peut-être moins habitué aussi à affirmer en fait nos points de vue. Et ce prix, ça permet de montrer qu'on a quand même pas mal de choses à dire intéressantes. Et des projets chouettes, on l'a vu avec toutes les femmes architectes là, qui ont présenté leurs projets. Donc, je crois que l'idée, en effet, du prix de hommes et prix femmes est intéressante. J'avais pas vu ça comme ça, mais c'est pourquoi pas. Donc, exactement. Donc, pourquoi pas, faut tester. Oui, non, mais moi je rejoins ce qui vient d'être dit. Je pense que profondément, c'est une question effectivement de reconnaissance. Alors, je ne sais pas si c'est plus féminin que masculin la notion de reconnaissance, qu'on en ait plus besoin, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'en tout cas, ce prix permet, et moi je l'ai vu vis-à-vis des étudiants, par exemple, des étudiantes qui étaient là le jour de leur étudiants, qui étaient là le jour de les prix, moins d'étudiants de mon laboratoire que des étudiantes, et c'est alors qu'il y a énormément d'étudiants qui rentrent en école d'architecture, mais qui, quand vous les voyez, je fais l'expérience de la fabrication, par exemple avec les compagnons du Devoir, qui est un monde encore très, très machiste, les nanas qui se sont confrontées au simple fait de scier, de raboter, d'assembler, etc. Les hommes, pas de souci, de par l'éducation, ils savent tenir un marteau, aussi un machin. Les filles, ça a été pour elles absolument extraordinaire de découverte, mais c'était effectivement quand même du cas. Ce n'était pas de l'immédiateté, c'était pas naturel, grosso modo, voilà, on est quand même, quand je vois des étudiantes à l'école, et il y en a beaucoup de par culture et éducation, on pense qu'elles vont s'arrêter sur archi et l'autre. Voilà. Alors que les mecs, on ne leur pose pas la question de l'aller faire archi intérieur, non, pas du tout, ils sont là pour construire. Donc il y a quand même encore énormément de différences. Donc voilà, pour en venir au prix, je pense que cette lisibilité, cette reconnaissance, encouragement, quand vous avez dans le monde, en tout cas expérimental, je vais parler de ce monde aussi, je trouve que c'est absolument révélateur et encourageant effectivement pour cette jeune génération. Qui peuvent aussi revenir par ici. Si vous voulez poser des questions aux femmes architectes ici présentes, on a un micro, baladeur. Non, on a encore quelques minutes avant que Paul arrive, donc non.
Écoutez, moi, j'étais très heureuse d'avoir toutes ces femmes. Je crois que c'est vraiment un beau panel. On a une chance inouïe d'avoir Dominique Jacob, Véronique Joffre, Marie Perrin et Fabienne Bulle, et aussi tout à l'heure les 4 précédentes, que ce soit Sophie Berthollier, Véronique Descharnières, Nathalie Régnier-Cagan et bon, et Cécile Escam. Donc vraiment, c'est vraiment magnifique. Bon, évidemment, on ne peut pas faire ça tous les jours. On a la chance d'avoir eu la mairie de Paris là, qui nous a prêté ses locaux gracieusement et qui va nous installer un petit buffet. Donc on est très bien, on est très contents. Et puis surtout, on va continuer. Et alors, Jean-François, président de l'ARDRA, s'il te plaît, va faire une photo. On va demander à toutes les lauréates de venir là. Et on va dire quelques mots de bienvenue parce que vous savez qu'aujourd'hui, c'est les 10 ans de Diversity. Donc, on va se lever, on va se faire une photo générale et on va souhaiter un bon anniversaire à Diversity. Je pense que je vais prendre le micro parce que je pense qu'on a tous besoin de lui témoigner en fait notre reconnaissance pour le travail qu'il nous là et la chance qu'il nous a donnée aujourd'hui de venir parler, représenter notre travail. Merci Catherine. Est-ce que Cécile Mescal est là? Non? Bon, alors on va être un peu gai, on va chanter une chanson, on va essayer un peu de filmer, ça s'appelle Happy Birthday Diversity. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Diversity. Happy birthday to you. C'est le 10 ans de l'association Diversity qui est parrainée par Angela Grady et qui a initié le réseau Women in Architecture en Europe. Donc c'est un moment important que vous verrez sur les réseaux sociaux. Parce que c'est une idée de Cécile. C'est vrai qu'il a vu qu'il va faire des chanter. On va ranger et on va apporter le que vous allez avoir.